Alors moi, j'avais pour mission de vous parler de l'amélioration de la qualité de vie via les interactions sociales. Mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été abordées aujourd'hui, mais je vais tenter rapidement d'en faire une synthèse et de peut-être apporter quand même de nouvelles choses. Pourquoi on a pris le temps de parler des relations sociales dans la dimension de l'amélioration de la qualité de vie? C'est qu'on sait que la dimension sociale fait partie de la qualité de vie. On sait que des personnes peuvent nous dire qu'elles ont envie d'être en relation sociale, ce qui est un peu parfois en opposition avec ce qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif, que les autistes, ils n'aiment pas les relations sociales, ils préfèrent être dans leur bulle. Mais pas du tout. Il y en a plein qui adorent les relations sociales, qui aimeraient en avoir beaucoup plus. Mais ils n'ont pas trop de mode d'emploi et ça peut altérer sévèrement la qualité de vie. Moi, j'ai un cheval de bataille. Et certains ont peut-être entendu au colloque qu'on a organisé sur le trauma chez la personne TSA. Et mon cheval de bataille, c'est d'apprendre le plus précocement possible aux personnes qui ont un diagnostic de TSA à dire oui, à dire non, et à dire « aide-moi ». Et ça, quel que soit le niveau de langage et le niveau cognitif. Parce qu'on a des personnes, et Audrey, tu y as fait un petit peu allusion en disant le fait de ne pas savoir refuser, c'était refuser. Voilà, on sait, l'exemple que j'avais cité à ce colloque qui m'avait vraiment perturbée, parce que là on a parlé de l'autisme sur un versant adulte et avec de belles compétences intellectuelles, mais j'avais rencontré une jeune fille dans une institution qui adorait, l'exemple c'était la pâte à modeler, elle adorait la pâte à modeler, et puis je dis donne, et elle me donne, elle avait plein de petits pots de pâte à modeler de toutes les couleurs. Et elle me donne le premier, puis elle me donne le deuxième, et puis elle me donne le troisième, à chaque fois je lui demandais de me les donner. Et à la fin, elle présente un trouble du comportement, elle envoie voler la table, elle se lève, elle n'est pas bien. Et là, je regarde les éducatrices, elles me disent « Bah oui, mais tu lui as appris toute la pâte à modeler, c'est son activité préférée, et elle joue tout le temps à la pâte à modeler à ce moment-là, la journée, c'est son petit rituel. » D'accord? Et elle n'a jamais appris à dire non. Elle me dit « Bah non, on a travaillé le donne, mais on n'a pas travaillé le refus. » Ça, c'est juste, voilà, une illustration, mais qui date d'il y a 2 mois et demi, hein, de se dire que on a parlé, Madeleine a aussi parlé du consentement. Enfin, ça rejoint toutes ces questions-là. On parle d'affirmation de soi, on parle d'autodétermination, mais commençons par savoir dire non. Commençons par savoir dire oui de manière fonctionnelle. D'accord? Un vrai non, un vrai oui. Et moi, du coup, ce que je fais en psychothérapie, et même en consultation au CRA, j'ai tout le temps un petit truc sur mon bureau qui traîne où il y a écrit stop, où il y a écrit non, et je dis aux personnes, est-ce que vous sauriez me dire si j'aborde un sujet qui est trop compliqué? Puis les gens vont me dire oui. Je le mets quand même, hein, on ne sait jamais. Et il n'est pas rare que les personnes puissent l'utiliser, parce qu'en plus, quand on est face à une psychologue qui vient commencer à parler du psychotrauma, ben, c'est pas dans ces moments-là qu'on a les plus grandes compétences de conversation. Donc ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Si on veut se préserver une qualité de vie, il faut développer des habiletés conversationnelles, mais pour moi, c'est des compétences soft, quoi. Quand j'entends que, là, dans l'institution où j'intervenais, ils travaillaient aussi beaucoup le bonjour, merci, s'il te plaît, c'est joli, là vous faites de la déco, moi je vous parle des fondations, il faut d'abord savoir dire oui, non, le s'il te plaît, merci, on en a sévèrement rien à faire, d'accord? Alors, pour travailler sur l'amélioration des relations sociales, pour augmenter sa qualité de vie, il y a des recommandations qui sont faites par la Haute Autorité de Santé et notamment des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. Donc les groupes, l'objectif c'est de soutenir la personne concernée dans le développement de ses compétences de communication avec les autres. On peut le travailler d'abord en individuel, si c'est très compliqué pour la personne, et après on peut le proposer en groupe. C'est un levier extrêmement précieux. Vraiment. La vigilance qu'on y met, c'est de se dire que parfois on a des jeunes qui arrivent très bien dans le groupe, et puis on sort du groupe, et puis finalement dans la cour du collège, dans la cour du lycée. Mais en tout cas, on ne peut pas leur demander de bien savoir faire dans la cour du lycée si déjà ils ne savent pas faire dans le cadre
d'un endroit privilégié. Et la petite illustration, c'est une illustration que nous a fait une de nos collègues. Souvent, à force de rencontrer des personnes TSA et de discuter de ce qui les aiderait au niveau des interactions sociales, il y en a beaucoup qui me disent ce qu'ils adoraient. Vous avez reconnu ce que c'est? Le dessin, c'est quoi? C'est un mode d'emploi à la notice IKEA. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir la notice IKEA des relations sociales. Elle est comment, la notice IKEA? Elle est visuelle. Est-ce qu'il y a du verbe? Pas de texte. Elle est séquencée. Donc, quand on a les fonctions exécutives qui ne fonctionnent pas très bien, donc c'est vraiment l'outil qu'il faudrait qu'on arrive à se faire sponsoriser par le géant suédois pour nous aider à faire des modes d'emploi des relations sociales. Je reviens sur les échanges qui ont été faits cet après-midi. L'objectif, c'est de donner aux personnes avec TSA des stratégies, des compétences, d'augmenter la boîte à outils des habiletés sociales. Mais attention, attention. L'objectif, c'est de leur donner des outils fonctionnels. Et l'objectif, c'est pas de se normaliser. C'est pas d'effacer l'autisme. On l'a dit 50 fois aujourd'hui, je le redis aussi. Et quand Joseph dit... avec une façon qu'il a de manier le verbe que je n'ai pas, qui est bien plus jolie que la mienne. Oui, de l'originalité naissent beaucoup de dynamique, naissent des génies, etc. Et que cette normalisation, c'est un vœu pieux des TSA aujourd'hui. 1, on ne sait pas guérir l'autisme. 2, c'est pas une maladie, donc ça ne se guérit pas. 3, il y a plein de TSA qui nous disent, mais en fait, je veux pas qu'on me guérisse, moi. Donc, vraiment, cette tentative de normalisation, c'est vraiment pas l'objectif. Et du coup, il faut quand même y avoir cette vigilance par rapport au groupe d'entraînement aux habiletés sociales, c'est que de mettre des jeunes enfants, notamment dans des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, ça peut leur donner la sensation, et pour de vrai, ils ont plus d'outils pour aller vers les relations sociales, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer potentiellement, c'est qu'ils vont plus s'exposer, et que pour autant, ça les rend pas... hyper habile sur les négociations internationales du conflit israélo-palestinien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, je vous parle juste de la cour de récré du collège qui est du même niveau de difficulté que le conflit israélo-palestinien, pour ceux qui ont des souvenirs de la cour du collège. Mais du coup, ils vont plus s'exposer à des situations sociales extrêmement complexes et potentiellement vivre plus d'échecs. Et puis, le risque aussi, c'est de leur faire prendre conscience du décalage qu'ils peuvent avoir avec les compétences de communication qui sont attendus à leur classe d'âge. Donc il faut juste avoir cette vigilance-là par rapport au groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Le deuxième conseil, moi, que je voudrais vous donner, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Ça, j'ai beaucoup travaillé dans le diagnostic précoce, c'était le conseil que je donnais aux parents qui venaient d'apprendre le diagnostic de leurs très jeunes enfants et qui nous disaient oh, mais ma soeur, elle comprend pas, mais avec ma belle-mère, c'était... Ma meilleure amie, elle me dit que ça va passer, que c'est juste que c'est normal, parce que ça me dit... Il faut entourez-vous des bonnes personnes. Il y a peut-être un tri qui va être fait, mais ce tri va être au bénéfice de votre qualité de vie. Donc, essayez de trouver des environnements qui ne vous jugent pas, qui vous comprennent, qui sont bienveillants, où vous pouvez être naturel. C'est aussi l'effet post-diagnostic d'être naturel dont on parlait tout à l'heure. Trouver des environnements où c'est pas bizarre. Au CRA, nous on dit tous quoi. Si vous voulez pas me regarder, ne me regardez pas. Puis nous on a l'habitude de parler à des gens qui ne nous regardent pas. Il faut trouver l'environnement dans lequel c'est possible de s'exprimer naturellement. Donc parfois ça va être avec des autistes, d'où l'intérêt du GEM, parce qu'il y a effectivement une bienveillance et un accueil de chacun tel qu'il est, mais pas que. Ça peut être aussi d'autres environnements où il y a d'autres neuroatypies ou des neurotypiques, si tant est que la neurotypie existe. On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est Marjolaine qui en parlait, je pense que la question du dévoilement est aussi un levier pour majorer la qualité de vie dans les relations sociales. Dire aux gens, en fait, je suis pas agacée, mais là, je sais pas faire. Là, en fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste je te regarde pas parce que si je te regarde, je te comprends moins bien, mais ça m'intéresse ce que tu dis. Non, en fait, là, je fais pas de la provocation. Je voulais juste rectifier, c'était pas tout à fait juste, comme tu l'as dit. Mais je t'assure que c'est pas de la provocation, c'est mon autisme qui fait ça. Je crois que ça fait sourire certains. Ça me rappelle des situations sociales, peut-être.
Mais finalement, quand on fait des diagnostics, c'est aussi ça, c'est de permettre à la personne et aussi à l'entourage de comprendre le fonctionnement de son proche. Et du coup, tout le monde y gagne en termes de qualité de vie. Enfin, il faut choisir ses batailles. Audrey en a parlé. Il faut s'économiser socialement. Ça, c'est un petit outil qui existe. Hein. Certains d'entre vous l'ont peut-être, c'est un petit badge qu'on peut accrocher et puis on peut faire bouger l'éclair en fonction de son stock d'énergie sociale disponible au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est un travail qui, de mon point de vue de psy, est primordial à faire, de savoir, comme le disait Audrey, qu'est-ce qui me fatigue moi. Parce qu'une fois que vous avez un diagnostic, vous allez lire des témoignages, vous allez venir écouter des gens à des congrès, comme à une journée ici aujourd'hui, vous allez lire des livres, des blogs, tout un tas de choses. Mais en fait, il y a autant d'autistes qu'il existe des terriens sur la Terre, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas TSA, Urbila non plus. Vous avez remarqué? On ne se ressemble pas des tonnes. On a plein de points communs, mais on a plein de trucs, on n'est pas pareil. Pas pareil. Comment? Il y a des fondamentaux. Dans l'autisme aussi, il y a des fondamentaux. Mais pour autant, ce qui va vous coûter de l'énergie à vous, ça va être super différent d'Audrey. Ce qui va faire gagner de l'énergie à Marjolaine va être différent de ce qui fait gagner de l'énergie à Madeleine. Bref, il va falloir que vous découvriez votre propre mode d'emploi à la lumière des particularités de l'autisme. Et ensuite, il va falloir décliner sur la dimension sociale et que vous choisissiez vos batailles. Combien de fois j'ai accueilli des personnes qui me disaient « Ah non, mais après le boulot, il faut que j'aille… » Ça rejoint ce que disait Marjolaine tout à l'heure sur la question du travail. Après le boulot, il y a un after work qui se diront tous. Ouais, et bien un grand bien leur face. Qui dit « Ah, vous êtes bien rentrés chez vous. » Et vous allez retourner sur vos collections de sautatons dont la somme des régiments doit être égale à mon premier. Et eux, ils vont aller boire des bières. D'accord? Parce que vous, je le sais, hein, vous êtes tous capables d'aller en masterwork. Mais je connais l'histoire. Ça fait 15 ans que je bosse avec des personnes PSA. J'ai vu le film 50 fois. Je connais la fin. Mais vous êtes capables. Arrêtez d'essayer de vous le prouver. Vous en êtes capables. C'est juste que, franchement, il y a des jeux qui n'en valent pas la chandelle par rapport à votre qualité de vie, par rapport à votre santé mentale. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder la boulangère dans les yeux? Ah, mais elle est gentille, elle me sourit à chaque fois. Puis une fois, elle m'a donné un croissant. Oui, ben écoutez, très bien, enfin, elle est gentille, votre boulangère, mais non. Vous n'allez pas dépenser votre énergie à regarder la boulangère alors que vous avez des tas de combats à mener qui semblent être bien plus importants que le regard adressé à la boulangère coordonné à la vocalisation. Ok? Finalement, vous avez déjà dit tellement de choses, notamment Audrey a déjà dit tellement de choses que je vais aller très vite faire un agenda social. Écrivez, planifiez, donnez-vous de la prévisibilité. Et dans un agenda social, à côté, on met le stock d'énergie, on reprend la petite batterie d'énergie qu'on avait avant, et puis on se dit, ah mais ouais, mais à 10 heures, attends, du coup, j'aurais déjà pris le bus, j'aurais eu une réunion machin, non, à 10 heures, le truc en visio, ça passe pas. Eh ben, il va falloir qu'on trouve des aménagements au niveau professionnel, ou l'autre stratégie, c'est de trouver des activités qui vont vous faire remonter votre stock d'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Parce qu'attention, un diagnostic d'autisme, c'est pas vous dire non plus, bah c'est fichu, il y a plein de trucs, c'est fichu. C'est fichu, vous ne pourrez plus les faire, c'est fichu. Non, vous allez pouvoir continuer à faire des choses à certaines conditions. Et les conditions, c'est vous. C'est vous prendre en compte et prendre en compte votre état de fatigue. Et s'imposer les pauses. N'attendez pas d'être fatigué. Vous le savez mieux que moi que quand vous êtes fatigué, c'est que c'est déjà trop tard. Et qu'il vaut mieux faire des pauses avant et s'obliger à faire des pauses pour pouvoir continuer à mener sa journée, plutôt que d'attendre et de se dire « Ah, ça y est, je crois que je suis cramée. Attends, fais voir, j'attends encore un peu pour voir un peu, parce que quand même, la boulangère, elle est sympa, elle me donne des croissants. » Donc, l'idée, c'est vraiment de s'imposer les pauses. Et on a beaucoup de personnes avec autisme qui nous disent aussi que les pauses, sur des aspects très sensoriels ou sur des intérêts spécifiques, vont mieux fonctionner que les benzodiazépines, c'est les anxiolytiques. Donc, faites des pauses. Faites des pauses. D'accord? J'ai fini. On est là. Merci Céline, vous êtes très bon quand vous faites ça.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Moi, c'est quelque chose, donc c'est mon fils qui est autiste, et en fait, ce que je vois, c'est effectivement la fatigue extrême dans laquelle il est. Il a déjà fait un burn-out autistique, et puis qui l'a conduit à une dépression et des envies suicidaires. Et en fait, lui, je n'arrive pas à... Enfin, moi, d'abord, j'ai eu du mal à reconnaître la fatigue chez lui. Peut-être parce que j'ai du mal à la reconnaître chez moi aussi. Et je ne sais pas comment l'accompagner sur ce chemin-là, de prendre conscience de sa fatigue et de... Enfin, j'ai souligné s'imposer des pauses parce qu'il n'y arrive pas. Comment on peut accompagner un enfant, lui, il a 11 ans, comment l'accompagner sur ce chemin-là? Moi, je rêverais un jour d'avoir un stagiaire qui sait faire des applis. Et je rêverais qu'on invente une application qu'il pourrait avoir sur son téléphone qui sonne régulièrement pour lui dire « Ah, c'est l'heure de la pause ». En fait, il faut les ritualiser, les pauses. Et les ritualiser avec son intérêt spécifique s'il ne veut pas les faire. Mais moi, mon rêve, ce serait qu'on puisse faire ensemble, avec les personnes concernées, des agendas de journée et dire le matin, je me lève, je renseigne la qualité de mon sommeil. J'ai dormi moyen. Ok, moyen, ça pêche pas quoi sur la batterie. Après, le mardi, je vais au collège à pied parce que j'ai le temps. Donc ça me coûte moins, même j'aime bien parce que je peux écouter mon podcast sur les Pokémon et j'adore, ça me fait gagner 20% d'énergie dans la batterie. Ok, je remonte la batterie. J'arrive au collège, j'ai 2 heures de cours. Ah, puis le mardi, j'ai l'espagnol. J'aime pas ma prof d'espagnol. Elle fait l'été bizarrement, elle a la langue qui tape sur le palais. Ça me fatigue, cette prof d'espagnol qui tape sur le palais. Ça m'énerve, j'ai envie de la taper, ça me met très en colère. Ok, et ben après le cours d'espagnol, on va faire une pause. Et du coup, je vais avoir le téléphone qui va sonner dans la poche pour lui dire « Tu sors du cours d'espagnol, il n'y a pas de sujet à voir, on en discute pendant le SS et on définit un endroit où il peut faire sa pause, il va au CDI, il va à l'infirmerie, il va où il veut. » Mais en tout cas, il faut les ritualiser avec des jeunes comme ça, il ne faut pas attendre qu'ils aient la capacité d'identifier leur état émotionnel et leur état de fatigue, il faut leur imposer, entre guillemets. Oui, mais comme je dis, j'ai du mal à reconnaître ma fatigue, j'ai moins mal à voir la sienne. Mais il ne faut pas attendre de la voir. Parce que quand vous la voyez, la fatigue chez votre fils, c'est que sur une échelle de 0 à 100, il est à 150. Donc là, la pause, elle marche moins bien. Et vous dites, le pauvre, il a des troubles de santé mentale importantes avant. Donc en fait, il faut les faire bien avant. Donc c'est des jeunes où quand ils rentrent du collège, je ne sais pas lui, mais il y en a, ils vont faire un quart d'heure de trampoline. Et c'est OK. Et oui, mais aujourd'hui, j'ai pas très envie. Tu vas faire du trampoline. Parce que on sait, on a convenu, ça fait du bien. Et voilà, presque, il faudrait faire un protocole. Comme une prise de médicaments. C'est matin, midi, soir. Et ça marche mieux que les médicaments. Mais c'est pas facile. Et sous-traiter. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous sous-traitez. Les psys, on sait faire ça. Les éducs savent faire. Oui, moi je voulais répondre à Nada, vous qui levez la main. J'ai mon fils qui était SATDAH, il a 14 ans, il est sous Sémito. Et en fait, on a une ALD pour 10 ans et c'est remboursé à 100% en moins pour 10 ans et c'est renouvelable. Bah, normalement, c'est pris en charge. Voilà. Et l'autre dame, nous, on a réinstauré les siestes. 14 ans, on a réinstauré les siestes le dimanche, le mercredi. Le temps de repos obligatoire, après, souvent il plonge, souvent il dort. On lui dit 1 heure de repos, et en fait, on ne voit pas avant 2 heures. Alors, ça peut être de la sieste, ça peut être de l'intérêt spécifique, ça peut être du sensoriel, mais il faut qu'il y ait une pause sociale et une pause sensorielle. Et attention, quand les personnes TSA sont fatiguées, elles ont une tendance à se dire il faut que je dorme. Et ils s'allongent, ils attendent d'être moins fatigués. En fait, on ne se repose pas quand on reste allongé trop longtemps dans la journée. Une sieste, bien sûr, on se repose. Je suis
je vote pour l'établissement de la sieste sur le lieu de travail. Mais rester allongé et faire que des siestes, ça ne repose pas. Ce qu'il faudrait pour récupérer, c'est effectivement réguler le sommeil, avoir des cycles de sommeil à heure fixe, manger à heure fixe, sortir quotidiennement, avoir une activité physique quotidienne. C'est ça qui fait qu'on se sent reposé. C'est pas s'allonger et attendre qu'on soit plus fatigué. Ça, c'est un raccourci que font souvent les personnes TSA. De clinophilie, si vous voulez, je sais pas. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vais changer un petit peu de sujet. J'imagine qu'en tant que professionnel, vous avez rencontré beaucoup de proches de patients, patientes. Peut-être que vous avez été confronté à cette situation, que les proches sont très récalcitrants aux diagnostics. Et ma question, c'est, parce que, en tout cas, pour moi, c'est le cas, et pourtant, vous l'avez dit, c'est essentiel de s'entourer par des personnes qui comprennent aussi ce qui passe, enfin, ce qui se passe aussi dans la vie. Et je pense que c'est la famille, on n'a pas le choix, enfin, moi, en tout cas, pas trop le choix de la laisser couper de la famille, puisque c'est ma famille et c'est quand même un soutien. Et pour autant, je pense que c'est difficile, soi-même en tant qu'enfant, peut-être d'apporter des choses sur lesquelles les parents ont des difficultés ou peut-être des présupposés. Et je me demande quelle est la meilleure façon d'aborder ce sujet-là, peut-être par un intermédiaire, peut-être en posant quelque chose, mais si vous avez des expériences comme ça, des parents qui étaient fermés, s'ouvrir. Des parents, des grands-parents, quand on fait des diagnostics de tout petit, beaucoup. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Il y a la BD, la différence invisible que vous pouvez offrir. Il y a le CRA qui peut être sollicité. Moi, j'anime des groupes parents pour des enfants et ados, mais Aurélie Daslevitch, l'assistante sociale du CRA, qui n'est pas là aujourd'hui, anime des groupes pour des parents d'adultes. Donc ça peut être des parents, papa, maman, mais des conjoints, des frères, des sœurs. Et le fait que les choses soient dites par d'autres, vous avez complètement raison, ça va... Et puis que les autres... Enfin, moi, dans le groupe parents, il y a souvent des grands-parents qui sont là. Et ils écoutent parler les autres papa-maman. Et ils disent, j'ai l'impression que je comprends mieux là quand ma fille ou mon gendre ou mon fils me parle maintenant que j'ai compris ce que vous témoignez. Parce que la parole, elle n'a pas la même valeur, elle n'a pas la même portée, elle n'est pas chargée de la même manière affectivement, il y a tout un tas de choses qui changent. Et lundi, je suis allée à l'avant-première de Différentes, le film de Lola Doyon, qui a été largement soutenu par Julie Daché, Asti Job, Fabienne Casalis, tout un tas de gens qui connaissent très bien l'autisme. N'hésitez pas à aller au cinéma avec vos parents, voir Différentes. Ça peut être un très bon levier de discussion par la suite sur l'autisme qui ne ressemble pas à un petit garçon qui se balance et qui allume des petites voitures. C'est pas ça l'autisme. Oui, ok. Merci. Ouais, une ou deux. Parce qu'après, je pense qu'on est tous hyper passionnés. On pourrait rester là 3 jours. C'est un fou de leur parler bien. Bonjour et merci pour votre intervention. Et tous les gens qui sont intervenus dans la journée, c'était vraiment génial. Moi, je suis pas encore officiellement diagnostiquée, mais globalement, à chaque fois que je discute avec des gens autistes et dans mon entourage, notamment des amis, en fait, il y a quasiment tout le monde qui est diagnostiqué aussi, en fait. Et je pense que c'est plus pour les gens qui sont un peu plus jeunes ici, mais je pense que c'est important de dire aussi que on a tendance aussi à se rassembler, en fait, dans l'autisme et tout. Enfin, genre, c'est ok aussi de vouloir hang out et passer du temps en fait avec des gens qui ont les mêmes genres de fonctionnement neuro-doux. Vous voyez qu'ils font quoi les autres? Oui, non, vous savez que je fais quoi le soir? Je fais pareil. Hein. Non, mais voilà, je vais voir des gens. Moi, je me suis rendu compte en regardant mon parcours de l'école primaire jusqu'au lycée et même pendant les études, en fait, j'ai toujours fait ça. Enfin, c'est naturel. Et pour se trouver des amis, c'est vraiment une bonne solution en fait de juste chercher les gens qui ont les mêmes genres de fonctionnement, tout ça, quoi. Enfin, voilà. C'est une bonne stratégie. Mais tout le monde fait ça. Vous avez raison de le rappeler. Oui, j'ai une question rapide et concrète. Vous parliez de groupes d'entraînement aux habiletés sociales. Où peut-on trouver ces groupes? Non, alors, vous pouvez envoyer un mail au CRA et en fonction de votre secteur géographique, j'essaierai de vous orienter correctement. Après, on n'est pas. Moi, j'en fais
en libéral, pas dans le cadre du CRA. On n'est pas très nombreux à en faire quand même encore sur la région lyonnaise, mais envoyez-nous un mail et en fonction... Secteur d'habitation, âge, profil, enfin voilà. Niveau scolaire. Bon, ce sera déjà pas mal. Bon, je tiens à tous vous remercier parce que c'est vous qui venez dire que c'était vraiment génial, toutes les interventions. Je suis d'accord avec vous. J'ai oublié mon papier aussi. J'arrive un peu comme ça, non freestyle. Non, c'était vraiment super. Je cherche des yeux les intervenants, mais ils sont partis. Ok, salut. Ils sont là-bas à la maison. Ok. Et ben, je vous propose, je vous remercie tous de ce moment. Et non, vous êtes là, les filles. Audrey. Et ben, on va aller voir un. C'est Marie et Joseph qui sont partis en train. Marie et Joseph, et vous n'y voyez aucun symbole judéo-chrétien. Ils sont partis. Merci à vous, merci à tous. Et à très bientôt.